Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. L'État va prendre en charge le reste du financement de l'IRSF, assurance du président Macky Sall, qui inaugurait l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation. Un projet du professeur Souleymane Mboup qui vient s'ajouter à ceux de l'État pour faire de Diamniadio un pôle d'excellence. Faire de la salubrité un indicateur de développement, c'est le défi quand on relevait le programme Quartier Zéro Déchet. L'initiative de l'UCG va concerner plus de 100 000 ménages à Dakar. Le Premier ministre a lancé la campagne ce mardi. Et puis ce 20 juin, c'est le début de l'examen du CFE et de l'entrée en 6e. Les épreuves se sont déroulées dans les conditions requises à Dakar comme dans plusieurs autres régions. Le point dans cette édition à Kaolack, Matam, Ziguinchor et Tambacounda. Quels sont les tissus à la page à la veille de la Korité? Presque les mêmes, sauf quelques nouvelles tendances. Dans les marchés, on achète selon sa bourse. Au mètre ou au pesage, les bonnes dames ont plusieurs choix. Boutem va entrer dans le bois sacré 35 ans après. La nouvelle a surpris plusieurs jeunes non initiés de ce village du Blouf en Casamance. Dans la rubrique Au cœur de nos cultures, nous évoquons le mystère autour de ce rituel en milieu de Djola. Et puis, ça vient de tomber. Les députés ont voté le code de la presse à l'unanimité. Ce mardi à l'Assemblée nationale, c'est la fin d'un long processus pour éviter certaines dérives et fixer le cadre juridique qui va régir le fonctionnement des médias au Sénégal. Bonsoir et bienvenue à tous. La Suisse et Israël dans une dynamique de renforcement de leur coopération avec le Sénégal. En fin de mission à Dakar, l'ambassadeur de Suisse a loué le partenariat entre Genève et Dakar. L'ambassadeur d'Israël, lui, marque son retour par une visite de courtoisie au président de la République, non sans réaffirmer l'engagement de son pays dans d'importants projets. Sur la fiche d'audience du président de la République, une délégation de l'Olympique de Marseille. La synthèse de Aboubakar Kane. Au terme de 3 années passées à Dakar, l'ambassadeur de Suisse au Sénégal est venu faire ses adieux au président de la République. Occasion saisie pour passer en revue la coopération bilatérale entre les deux pays. Une dynamique marquée par une volonté commune de renforcer les liens de partenariat. Le point plus fort, c'était la visite du président de la République, son Excellence Macky Sall en Suisse. C'était en mars 2017, cette année. Pendant plusieurs jours, il y a eu l'accueil de notre présidente Doris Leuthard, une visite officielle, et également l'accueil du canton de Vaud et du canton de Genève, et la participation à l'Africa CEO Forum pour renforcer aussi les liens dans le secteur privé. Une coopération où la formation professionnelle occupe une place de choix et consolide une relation déjà solide. La Suisse et le Sénégal partagent également la même vision dans la conduite de la politique des affaires étrangères et le diplomate de saluer le rôle important que notre pays a joué au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons des relations excellentes qui se sont aussi dans les dernières années beaucoup développées. Nous travaillons aussi ensemble dans la politique des affaires étrangères et on a parlé aussi des initiatives communes. Donc la Suisse et le Sénégal suivent ensemble le renforcement de la question eau, paix et sécurité. Donc la coopération autour des bassins d'eau et que l'eau ne devienne pas un conflit. Donc c'est dans l'esprit de la prévention de l'extrémisme violent, la prévention des conflits. Ça c'est aussi un thème que la Suisse et le Sénégal ont beaucoup de points communs dans nos approches. De retour au Sénégal, l'ambassadeur d'Israël est lui venu rendre une visite de courtoisie au chef de l'État. Les relations entre Israël et le Sénégal datent de longtemps et d'importants projets militent pour le renforcement des liens de coopération. Depuis le premier jour d'indépendance du Sénégal, nous avons une relation avec le Sénégal. Et nous pensons qu'il y a beaucoup d'opportunités et potentiel. Et nous avons commencé d'importer la pêche d'ici au Sénégal. Mais dans le secteur de l'agriculture et de l'eau et peut-être de télécommunications, aussi la sécurité, c'est quelques domaines qu'il y a de potentiel pour travailler ensemble.
Il y a aussi encore de possibilités, l'énergie peut-être. Mais je pense que l'agriculture et l'eau, c'est les deux secteurs très très importants qui nous avons beaucoup de connaissances et aussi peut-être les similitudes entre nous et Sénégal. Une importante délégation de l'Olympique de Marseille a aussi été reçue par le chef de l'État. L'OM, un club dont l'histoire est profondément marquée par des talents africains. Ça a été quelque chose de très important et notamment des talents sénégalais, puisque de nombreux joueurs, y compris dans les années récentes, ont marqué de leur empreinte le club de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle phase dans le développement de ce club et nous souhaitons regarder du côté de l'Afrique pour être plus présents. Et quand on regarde ce qui se passe en Afrique dans le domaine du football, alors le Sénégal tient une place à part dans la qualité de sa formation, dans la qualité des techniciens qui la composent. Et c'est pour cela que nous avons décidé de nous rendre dans ce beau pays. Le club phocéen ouvre de nouveaux chantiers, un projet pour lequel l'OM veut bénéficier de l'expertise et du savoir-faire sénégalais avec comme porte d'entrée le club de Djambar. Je me réjouis de l'accueil que nous avons eu, qui a été un accueil exceptionnel, y compris ici aujourd'hui dans sa résidence, avec beaucoup d'écoute et d'intérêt pour notre projet. Donc je remercie beaucoup M. Saersek, Monsieur le Président de la Fédération de football sénégalais, de leur accueil, de leur écoute. Ça a été un très grand moment pour nous. En signe de reconnaissance et de satisfaction, Jacques-Henri Hérault a offert au président de la République un maillot marseillais floqué de son nom. Macky Sall salue l'érection de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation à Diamniadio, une initiative privée à côté de celle de l'État pour faire de la zone un pôle d'excellence. À l'inauguration de l'IRSF, le président de la République a exprimé sa fierté de voir ce projet du professeur Souleymane Boub se réaliser. Le reste du financement sera pris en charge dans le prochain budget, a-t-il assuré. Oumar Nying. Des morceaux de ruban distribués, symbole de la mise en service de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation. Un joyau que l'initiateur a réalisé avec un appui conséquent du président de la République. Monsieur le Président de la République, cet institut, nous vous le devons en grande partie. Pour rappel, dès votre accession à la magistrature suprême, vous nous aviez fait l'honneur de nous accorder une audience qui, à l'époque, m'avait permis de vous présenter ce projet. Et depuis lors, vous n'avez cessé de nous soutenir, de nous guider, de nous encourager pour sa réalisation. Notre implantation ici à Diamniadio fut votre choix. Je dois vous avouer, Monsieur le Président de la République, qu'à l'époque, je me suis posé des questions sur la pertinence de la délocalisation du projet de la zone du technopôle à Diamniadio. Et comme vous pouvez le deviner, maintenant, je ne me pose plus de questions. Vous aviez raison et c'était le meilleur choix. Oui, le chef-d'œuvre administre la preuve que la vision du président Macky Sall se concrétise. Il y a 2 ans et demi, tout cet espace était constitué de champs et de vergers. Aujourd'hui, je pense qu'aucun Sénégalais ne doute plus de la pertinence de la vision de faire de Diamniadio un pôle d'excellence. Et je suis heureux qu'aux côtés de l'État, qu'il y ait des initiatives privées qui viennent prendre le relais. C'est pourquoi, professeur, j'ai pu vous assurer de tout mon soutien, du soutien de l'État. Une réponse est ainsi apportée à l'appel pour la mobilisation autour de l'émergence lancé par le chef de l'État. Et pour des initiatives de ce type, l'accompagnement du gouvernement ne saurait faire défaut. Maintenant
que vous avez fait le plus difficile. Le plus difficile, c'était de concevoir le projet et de convaincre des partenaires qui ont apporté une contribution décisive, qui ont financé, vous l'avez dit, pour plus de 6 milliards le centre. Je puis vous dire que l'État du Sénégal prendra entièrement en charge le reste du financement, soit 3 milliards. Soit 3 milliards à compter de la prochaine loi de finances, donc à partir du prochain budget. Oui, je le fais parce que des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Alors, quand vous trouvez des chercheurs qui trouvent, il faut leur trouver les moyens de renforcer leur recherche. Dans ce chantier, le professeur Mboup a reçu le concours de l'expertise nationale. Cela conforte le chef de l'État dans sa satisfaction. Je suis d'autant plus heureux que ce sont des Sénégalais qui ont créé, conçu, bâti, contrôlé cet ouvrage magnifique. Et c'est ça aussi l'ambition pour l'émergence. Le professeur Souleymane Mboup sera honoré prochainement par le président de la République qui a décidé de le décorer à la haute distinction de grand officier dans l'Ordre national du Lion. En attendant, ses partenaires et autres maîtres ont reçu des insignes pour leur participation à la réalisation de l'IRSF. En retour, le président Macky Sall a reçu cette molécule qui représente le nouveau logo de l'IRSF, une œuvre de l'artiste Khalidou Kassé, un cadeau en signe de reconnaissance du professeur Mboup et de toute la communauté scientifique au président Macky Sall. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a lancé officiellement ce matin à Dakar le projet Quartier Zéro Déchet. L'initiative de l'unité de coordination de gestion des déchets, UCG, qui entend gagner ce combat et faire de la propreté urbaine une réalité au Sénégal. Dans des villes comme Dakar, le défi est de taille. Lamine Touré. Comment répondre aux attentes de propriété définies dans le plan Sénégal émergent? L'unité de coordination de gestion des déchets et ses partenaires ont apporté des réponses. Il s'agit de 3 initiatives citoyennes, quartier zéro déchet, cellule de veille et de sensibilisation et enfin une plateforme dénommée CETAL 2.0. Le Premier ministre, avant de lancer officiellement ce projet, a suivi avec une attention particulière l'exposé des contours du programme. Cette nouvelle donne du secteur vient conforter l'ambition des autorités de faire de la salubrité un réel indicateur de développement. Pour son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, la compétitivité des territoires et le développement durable visés à travers l'acte 3 de la décentralisation doivent se réaliser dans un Sénégal propre. En effet, l'émergence économique ne peut se concevoir sans la salubrité. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement mobilise chaque année des moyens importants pour assurer la propreté sur l'ensemble du territoire. L'approche inclusive du projet s'est traduite par une forte mobilisation des populations. Elles sont avant tout des acteurs incontournables dans la dynamique de propriété urbaine. Le projet Quartier Zéro Déchet et la plateforme CETAL 2.0 et la cellule de veille, de surveillance et de sensibilisation sont faits pour nous, les communautés de base. Car qui mieux que nous pour parler de propreté, pour sensibiliser au plus près de la population. Avec 85,7% de taux de collecte de déchets à Dakar, l'État entend poursuivre cette même volonté partout dans le pays. Quartier zéro déchet constitue un point de rupture et qui va davantage renforcer l'utilisation adéquate des 12 milliards de francs CFA alloués dans le cadre de la gestion de l'insalubrité à Dakar. En effet, jusqu'en 2015, avec l'ancien système, c'était 12 milliards que l'État mettait à la disposition des collectivités territoriales de la région de Dakar pour justement régler ce problème, ce lancinant problème de la salubrité. Mais avec ces 12 milliards, dès le mois d'octobre, c'était encore la course pour mobiliser des rallonges budgétaires. Et aujourd'hui,
avec les performances de l'UCG. Je voudrais, au nom du chef de l'État, féliciter le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ainsi que le directeur de l'UCG, M. Ibrahima Diagne. Avec les 12 milliards, non seulement vous avez atteint un taux de collecte et de couverture de 85,7% dans le département de Dakar et globalement des performances pareilles dans toute la région de Dakar. Non seulement vous le faites avec les 12 milliards, mais vous êtes en train également, avec le même montant, de régler le problème de la salubrité au niveau du territoire national. Les îles du Sénégal ont particulièrement attiré l'attention du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, a invité l'unité de coordination de gestion des déchets à veiller à la propreté de ces sites avant de rendre un vibrant hommage aux techniciens de surface pour leur contribution à la propreté urbaine. Alors, comment se présente la situation dans certains quartiers de Dakar, le plus souvent englués dans des problèmes de salubrité à Gueule-Tapée, par exemple, où l'état d'immondice dans les rues ont pendant longtemps été en casse-tête pour les populations. Mais depuis quelque temps, les véhicules de ramassage sont fréquents et avec le lancement du projet Zéro Déchet dans les quartiers, on respire mieux et on espère davantage préserver l'environnement. Fatoumata Savané. Il est midi au quartier populaire de la Gueule-Tapée. C'est l'heure où passe la benne à ordures. Et depuis quelque temps, on note un léger mieux. Dans les rues, l'état d'immondice a nettement diminué. Mais notre problème actuellement, ce sont les ordures ménagères. La situation s'est beaucoup améliorée tout autour du marché, mais les progrès sont fragiles. Pour que l'insalubrité ne reprenne pas le dessus, surtout avec l'hivernage qui approche, chacun doit se sentir concerné. Cette situation est déplorable, c'est désolant. Il y a nos enfants qui jouent ici. Même si la voiture ne passe pas, il y a une solution alternative. Souvent, ce sont les locataires qui salissent le quartier. Et c'est malheureusement déplorable. Nous faisons tout ce qu'on peut pour maintenir notre environnement propre. On s'organise souvent pour balayer et nettoyer le quartier. Et on le fait dans une mobilisation générale. Avec le lancement du projet Zéro Déchet dans les quartiers, l'implication de tous est nécessaire pour maintenir l'environnement sain. Dans les quartiers, la participation des jeunes à la sensibilisation pour un meilleur cadre de vie est attendue. Vers la mise en place d'un comité ad hoc pour statuer sur la revalorisation des pensions de retraite dans l'enseignement supérieur. Le gouvernement et le syndicat autonome des enseignants du supérieur SAES ont échangé sur la question hier. C'était pour réfléchir à une solution pérenne. Les travaux de la commission technique devaient démarrer ce mardi. Fantabadji. Application de l'accord de 85% du dernier salaire. La mesure est entérinée depuis la deuxième conférence sociale sur le système de retraite au Sénégal. Les parties prenantes se retrouvent une fois de plus pour statuer sur la question. En son temps, des périmètres ont été identifiés portant sur les réformes à apporter à notre système de retraite dans cette perspective. Périmètres qui portaient sur les réformes paramétriques. Il y avait également des réformes qui étaient de portée systémique. Et le troisième champ dans ce périmètre, il portait sur des réformes juridiques. Le taux de cotisation reste la question fondamentale. Les enseignants du supérieur vont négocier avec le gouvernement du plafond. La priorité pour le SAES reste le règlement définitif de cette question. Parce que ça, c'est une question prioritaire pour nous. Donc, je pense que le mandat qui est donné à cette commission, c'est de travailler à faire en sorte que l'accord sur lequel nous étions tombés d'accord avec le gouvernement, qu'on puisse tout simplement donc arriver à matérialiser cet accord-là. Il va falloir affiner le niveau de la cotisation de base pour voir quelle va être la référence sur les différentes composantes du salaire. Sonder à nouveau le périmètre des réformes paramétriques pour s'accorder sur l'assiette de référence pour fixer la cotisation. Dialogue et consensus ont prévalu au cours des discussions. Gouvernement et enseignants du supérieur se sont accordés à mettre en place un comité ad hoc pour proposer des solutions pérennes à la revalorisation des pensions de retraite conformément aux souhaits du chef de l'État. L'ambition, l'objectif du président Macky Sall est de doter notre pays
d'un système de retraite moderne, viable et inclusif. Au cours de la réunion d'aujourd'hui, le Premier ministre a tenu à saluer l'état d'esprit et l'attitude de responsabilité du SAES, tout autant qu'il a félicité le gouvernement. Du côté du gouvernement, l'engagement est pris pour diligenter au plus vite et avoir les éléments de réponse qui seront consignés dans une loi d'orientation. Les travaux de la commission technique démarrent ce mardi. L'actualité aujourd'hui, c'est également le démarrage des épreuves de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires sur toute l'étendue du territoire national. À Dakar, le directeur des examens et concours, en compagnie des autorités académiques, a fait le tour de quelques centres. Le point avec Aminata Faïdjaou. Première étape de cette visite, le centre Anne-Marie Javoué de Dakar. Ici, 202 élèves de CM2 sont à l'assaut de leur premier diplôme scolaire. L'examen a démarré donc à 8h00. C'est à 7h30 qu'on a commencé à faire l'appel. Les élèves avant 8h étaient déjà dans les salles. Alors maintenant on a démarré, on a ouvert l'enveloppe à partir de 8h. Les épreuves étaient peu à peu faciles. On a déjà fait TSQ, on a fait langue et communication compétences, on a fait le dessin, plus de difficultés, c'était facile. La difficulté, c'est un peu sur le TSQ. C'est la compréhension, les conjugations, les grammaires, etc. Caserne Samba Diallo a accueilli en seconde étape la délégation. Ici aussi, l'examen se déroule normalement. La caserne Samba Diallo, qui a la particularité d'être le plus grand centre pour l'examen du CFE dans l'IF de Dakar Plateau, avec un effectif total de 253 candidats, dont 128 filles et 125 garçons. Voilà. Et au regard de la taille de ces effectifs, il faut noter que nous avons 4 absents, dont 3 filles et 1 garçon. Les différents présidents de centre que nous avons trouvés ont eux-mêmes salué la qualité des épreuves qui ont été produites. Il y a une évolution positive, il faut le noter, parce que tout en respectant la typologie des connaissances, je pense que les différentes épreuves que nous avons produites, leur compréhension ne pose aucun problème du point de vue de l'exploitation. L'examen du certificat de fin d'études élémentaires n'est pas que l'administration des épreuves. Au-delà, d'autres défis restent à relever avant la publication définitive des résultats. Le plus important de l'examen, à mon avis, c'est ce qui va suivre après qu'on aura administré les épreuves. C'est la correction. Quand on est devant une feuille d'élève, chaque enseignant doit se prendre comme le juge qui est en train de rendre un verdict. La moindre défaillance peut avoir des conséquences catastrophiques. C'est pourquoi on a beaucoup insisté sur ce dispositif à mettre en place pour que l'élève soit évalué objectivement à la mesure de son travail. À Dakar, ils sont 59 550 candidats à l'examen du CFE. Parmi eux, les enfants en situation de handicap. Une première pour le ministère de l'Éducation nationale qui prône l'équité dans l'enseignement-apprentissage. À Kaolack, l'examen s'est déroulé dans plusieurs centres. Les autorités administratives se sont rendues sur les lieux pour voir s'il n'y a pas eu de couac. Claire Diop. En liste, 21 465 candidats, dont 11 813 filles et 9 652 garçons. Il n'y a pas réellement de problème. À l'image des centres, des 44 centres, nous avons donc au niveau du département, nous avons des inspecteurs, 9 qui sont sur le terrain. Chaque inspecteur est responsable d'une zone qu'il supervise et qui communique au niveau de l'IF. Les conditions d'accueil, tout est parfait parce qu'en amont, nous avons pris toutes les dispositions idoines qui nous permettent aujourd'hui de dérouler normalement toutes les épreuves. Pour l'instant, pas de difficultés majeures. Des dispositions particulières sont prises par les acteurs. Le préfet du département a visité quelques centres. Les conditions de démarrage ont été excellentes. Et sur le terrain aussi, on a vu que tout était OK. Du côté des candidats rencontrés, l'optimisme est affiché. L'on est certain de décrocher le sésame précieux pour accéder à la cour des grands.
Les sujets sont très faciles et on les a appris en classe. Ils sont bien à l'aise parce que nous l'avons bien appris en classe. Les examens vont durer 2 jours. L'ensemble des candidats qui ne disposaient pas de pièces d'état civil ont été enrôlés pendant les audiences foraines. La proclamation des résultats est prévue pour le mois d'août. À Matam, ils sont plus de 10 000 candidats à l'examen du CFE et de l'entrée en 6e. Plus de la moitié est constituée de filles. Toutes les dispositions ont été prises pour que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Oumou Kalsoum Sall. À notre arrivée à l'école élémentaire de Nabadji Siwol, quelques candidats avaient déjà fini de composer en langue et communication. La deuxième épreuve, on nous a demandé de décrire une maison, ou bien une mosquée, ou bien une ville, ou bien un île. On nous a demandé d'écrire. Moi, j'ai choisi une mosquée de Nabadji Siwol. C'était facile pour moi. J'ai fait une description de mon village qui s'appelle Nabadji Siwol. Et c'était facile? Oui, c'est facile. Matam compte 69 centres pour 10 538 candidats et plus de la moitié sont des filles. Nous avons 6 695 filles pour 3 843 garçons. Donc on se rend compte qu'effectivement le pari de la scolarisation des filles est gagné en tout cas au niveau de l'élémentaire. Tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Tout d'abord au niveau de la présence des surveillants, il y en a assez. Tout le monde est là. Au niveau des absences, là aussi, on n'a pas noté beaucoup d'absents. Sinon ce ne sont que des candidats libres qui ont été déclarés absents. Pour la première épreuve de cette matinée, les candidats devaient répondre à des questions relatives à un texte tiré de l'Enfant noir de Camara Laye. Dans le département de Ziguinchor, ils sont au total 6 000 candidats. Et l'examen du CFE s'est bien déroulé dans la capitale du Sud. Toutes les dispositions ont été prises par les autorités administratives et académiques. Salusec a fait le tour de quelques centres. C'est une forte délégation composée des autorités administratives et académiques qui a fait le tour de Ziguinchor pour constater le déroulement des examens. Sur place, elles ont trouvé des élèves en pleine concentration. À cette heure de la matinée, ces candidats planchent sur les épreuves de contrôle des compétences. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait en classe qu'on nous a donné en école sur cela et c'est facile. Notre maître, il nous a enseigné presque tout, il nous a donné tout. Et je crois que je vais réussir à cet examen. Dans la commune de Ziguinchor, tout est mis en œuvre pour un bon déroulement des examens. Le personnel, les élèves ont presque tous répondu à l'appel. Tous les surveillants, à part une dame qui est absente, ont répondu présent. Les élèves ont aussi répondu présent, à part quelques 7 élèves. Il en est ainsi de même dans tous les centres que la délégation a visités. Aucune difficulté n'est encore notée. Partout, nous avons mis en place la sécurité, la police en milieu urbain et la gendarmerie dans les centres ruraux. Chaque salle est dotée d'au moins 2 surveillants. Le matériel également est en place, c'est-à-dire les copies précisément. Donc tout se passe très bien. Dans le département de Ziguinchor, ils sont au total 6 000 candidats répartis dans 54 centres. Et pour le moment, dans la commune comme dans les zones rurales, l'examen se déroule dans de bonnes conditions. À Tambacounda, ils sont presque le double du nombre de Ziguinchor. 13 440 candidats se sont inscrits. Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement des épreuves dans les 4 départements. Le gouverneur s'est rendu dans quelques centres. Abdoulaye Sinkaré. La tournée des centres d'examen du CFE s'est faite cette année avec une innovation majeure, la sortie du périmètre communal. Après Batoudiara et Saint-Joseph, Sinthiou Malem et Koussanar ont accueilli la délégation. Pour le moment aussi, vraiment, on nous a signalé aucune difficulté à ce niveau. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour féliciter les maires, les élus locaux. C'est vrai que vraiment ils avaient donné l'engagement au cours du CRD, ensuite au cours du CRD qui a été tenu par le préfet. Vraiment aussi, et ils ont carrément entièrement souscrit à leur engagement. 13 440 inscrits dans toute la région, dont 6 991 filles. Des candidats répartis dans 85 centres dans les 4 départements. À l'école Saint-Joseph, l'on restait évasif après la première épreuve.
Oui, ça a bien passé. Ça s'est bien passé? Oui, c'est difficile. Je pense vraiment que ça va sortir. Du côté de l'académie, toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement. Toutes les instructions qui ont été données ont été appliquées. Et c'est le lieu vraiment de le constater et de féliciter l'ensemble des enseignants qui ont répondu aux convocations. Au niveau des différents centres, nous avons constaté que tout le personnel enseignant est sur place. Nous avons l'habitude d'organiser des examens parce que maintenant c'est devenu une tradition. C'est pourquoi vraiment aujourd'hui, parce que nous sommes vraiment au niveau de la performance et de la qualité. La qualité maintenant et la performance maintenant sont les maîtres mots en matière d'organisation des examens au concours au Sénégal. Donc ça ne nous a pas étonné de venir faire le même constat positif au niveau des centres que nous venons de visiter. Cette année, pas de restrictions. Tous les candidats ont été autorisés à composer, même ceux qui n'ont pas d'acte de naissance. Le programme de financement de l'USAID au Sénégal a atteint la barre de 1231 milliards en 2016. La coopération bilatérale a été passée en revue et a permis de revisiter les points forts et les points faibles des interventions. Les domaines ciblés par la coopération américaine sont l'éducation, l'agriculture, la santé, la gouvernance démocratique. La revue conjointe a été présidée par le ministre de l'économie, des finances et du plan, Habib Boumbaye. Ces tableaux qui décorent cette salle n'auront certes pas suffi pour montrer l'embellie de la coopération entre le Sénégal et l'USAID. Il fallait de la voix pour mieux passer en revue l'ensemble des secteurs d'intervention du gouvernement américain au Sénégal. Et la charge d'affaires de l'ambassade est montée au créneau. La croissance économique, de la santé, de l'éducation et de la gouvernance. Les États-Unis sont heureux de lui apporter leur appui à travers les programmes de l'USAID à l'auteur de 122 millions de dollars, environ 71 milliards de francs CFA pour l'année 2016. L'USAID appuie les objectifs du plan Sénégal émergent concernant l'amélioration de la productivité agricole et de la nutrition, l'expansion de l'électrification rurale. En 2016, les contributions de l'USAID en vue de la réalisation de ces objectifs se sont élevées à 43 millions de dollars, environ 25 milliards de francs CFA. La coopération entre l'USAID et le Sénégal remonte à 1961. Depuis lors, d'une revue à une autre, de réelles performances ont marqué les axes stratégiques de ce partenariat. Il me plaît de rappeler que notre programme bilatéral, qui a débuté en 1961, s'est intensifié au fil des années pour atteindre un montant cumulé de 1231 milliards de francs CFA en 2016. Il convient également de souligner que le montant des engagements sur la seule période 2010-2016 s'élève environ à 690 millions de dollars, soit 400 milliards de francs CFA. Comme vous le savez, le gouvernement du Sénégal et l'USAID ont signé en septembre 2015 4 accords d'assistance d'un montant de 465 millions de dollars, soit environ 232 milliards de francs CFA, dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la croissance économique, de la bonne gouvernance et de la démocratie. Le prolongement de ces accords qui s'étend jusqu'en 2020 s'articule harmonieusement aux axes stratégiques du plan Sénégal émergent. La revue annuelle conjointe du portefeuille de l'USAID au Sénégal est l'occasion de diagnostiquer sans complaisance les secteurs clés qui concourent à accélérer le rythme d'une croissance inclusive au Sénégal. Sonatel a inauguré ce matin le plus grand data center en Afrique de l'Ouest et du Centre. L'ouvrage est construit sur une assiette foncière de 3 hectares dans la commune de Rufisque-Ouest. Il va permettre à de nombreuses entreprises et administrations d'externaliser leurs serveurs avec la garantie de conserver leurs données avec des normes de sécurité qui répondent aux standards internationaux. Damsila. Une visite guidée dans le bâtiment qui abrite les équipements a permis aux journalistes et autorités gouvernementales de découvrir la dimension technique et logistique du plus grand data center en Afrique de l'Ouest et du Centre. D'une superficie de 3,5 hectares, l'infrastructure a de multiples avantages. L'une des fonctions premières d'un data center, c'est de stocker des données. Donc les entreprises peuvent nous confier leurs données et on les stocke donc, au niveau
des disques durs qui sont centralisés ici. Le data center est déjà fonctionnel et accueille depuis plusieurs mois une partie des équipements de la Sonatel. L'infrastructure a coûté près de 10 milliards de francs CFA. Elle va se positionner dans l'informatique du futur et déployer les architectures cloud computing d'aujourd'hui et de demain. C'est un centre de traitement de données qui va permettre de regrouper les équipements informatiques, réseaux, télécoms, les systèmes d'information, les baies de stockage des entreprises aussi bien publiques que privées. Il peut héberger des millions d'informations dans des serveurs informatiques exploités pour répondre aux besoins de nos clients. Sonatel se projette sur l'avenir et anticipe la forte croissance des usages de données. Le data center est un atout important pour la réussite de la stratégie Sénégal numérique 2025 de l'État du Sénégal et un maillon essentiel du PSE. Le gouvernement du Sénégal apprécie à sa juste valeur cette belle initiative du groupe Sonatel qui cadre parfaitement avec sa vision et qui aura le mérite de contribuer de façon significative au renforcement de la cybersécurité, de la confiance et de la souveraineté numérique au Sénégal. À travers ce data center, le groupe Sonatel compte faciliter l'installation de nouveaux grands groupes dans la sous-région en proposant une solution simple de prise en charge de leur système d'information, ce qui permettra de soutenir les efforts d'innovation du Sénégal et des pays de l'Afrique de l'Ouest. Le mur et les infrastructures du ranch de Doli seront réceptionnés en fin juillet prochain. C'est le ministre de l'Élevage qui l'annonce en visite sur le site hier. Le ministre a dit toute sa satisfaction de voir les travaux avancer selon le calendrier d'exécution. Le ranch de Doli couvre plus de 80 000 hectares et constitue une zone de pâturage pour le bétail. Financé par l'État du Sénégal, le coût des travaux est estimé à 6,5 milliards de francs CFA. René Massiga-Diouf. Aux abords du ranch et à l'intérieur, c'est tout un ensemble d'infrastructures et d'équipements qui se mettent en place. Construction et réhabilitation, réalisation de pistes de production, d'adduction d'eau entre autres. Partout les travaux avancent, surtout celui du mur qui a principalement motivé le déplacement du ministre de l'Élevage. Il s'étend sur plus de 120 km et a été entièrement financé à hauteur de 6,5 milliards francs CFA par le gouvernement du Sénégal. En dehors de quelques manquements, le calendrier d'exécution est largement respecté. Vraiment, nous sommes très satisfaits de la qualité des travaux que nous avons pu visiter. C'est un mur de 120 km qui a été érigé. Je pense que d'ici le mois de juillet, la fin du mois de juillet, les entrepreneurs ont promis de finaliser les 5 km qui leur restent et également de faire les finitions, en tout cas au niveau de tous les travaux. Le ranch couvre une superficie de 87 500 hectares. Malgré le chaud soleil et les rigueurs du ramadan, les ouvriers des entreprises en charge des travaux donnent forme au projet de construction. Tout au milieu trône majestueusement l'un des plus grands forages du PUDC. Il est réalisé dans le cadre de la deuxième phase du programme et devra changer radicalement le visage de Doli. Le forage est à un débit de 200 m3/heure avec un château d'eau de 1000 m3. Actuellement, le château d'eau est en remplissage. Donc, comme vous le voyez actuellement, depuis 10 jours, le château d'eau est rempli d'eau avant l'enduit, afin de permettre d'imbiber en fait tout le système. Nous aurons suffisamment d'eau pour l'abreuvement du cheptel, mais pour le développement même d'autres activités liées à l'élevage. Je pense déjà à la culture foragère. Je pense à la réhabilitation de nos pâturages naturels qui sont ici. Sur le chemin qui mène au lieu, le ministre a pris la peine de vérifier l'état d'exécution des programmes, dont cette piste de production qui relie Dara au ranch en passant par plusieurs villages. Au rang des réalisations sur ce tronçon long de plus de 75 km, Abreuvoir, Borne-Fontaine entre autres, les éleveurs se rassemblent inopinément à chaque fois comme à Lolol et ici à Thiel pour magnifier ces réalisations. La réception des infrastructures est prévue en fin juillet. L'évaluation des stocks de carbone dans les massifs forestiers de la zone d'intervention du projet 2 a été restituée ce mardi. Grâce à la collaboration fructueuse avec l'Institut des sciences de l'environnement, le projet 2 a permis de réduire le taux de déforestation et de sauver des milliers d'hectares. Voici les détails avec Fatoumata Banelba. Le deuxième projet de gestion durable et participative des énergies traditionnelles et de substitution, projet 2, vise la conservation des forêts, notamment le stockage du dioxyde de carbone qui permet d'atténuer les changements climatiques.
Après 2 ans de mise en œuvre, l'heure est à l'inventaire des résultats obtenus. On fait une planification des prélèvements dans le temps et dans l'espace. Ce qui fait qu'on fait tout pour que les possibilités des forêts qui sont calculées sur la base de la dynamique de végétation et du potentiel, qu'on ne dépasse pas ces prélèvements-là. Et puis qu'on essaie de fixer là où doivent se passer les prélèvements. Le projet 2 couvre les régions de Kolda, Sédhiou, Tambacounda, Kédougou, Kaffrine, Kaolack et Matam. Un modèle d'aménagement participatif. Participatif parce que on veut que les communautés désormais de base, disons qu'il y ait des retombées pour ces communautés-là. C'est pourquoi on les a organisées en GIE et aujourd'hui ils participent à l'exploitation forestière, ils gagnent des revenus. Disons à partir de la filière bois et de la partie bois et charbon de bois. C'est un projet qui contribue à la lutte contre les changements climatiques. Et qui dit changement climatique, à l'heure où nous sommes, dit accord de Paris. Et vous savez que le Sénégal, en allant à l'accord de Paris, s'était engagé à respecter, à se mettre sur une trajectoire sobre en carbone. Le projet 2, initié par le gouvernement du Sénégal, est financé à hauteur de 15 millions de dollars par la Banque mondiale et le Fonds nordique de développement. Sa mise en œuvre va aboutir à la réduction de la déforestation et à l'augmentation de la quantité de CO2 séquestrée. Le WAP PPAO a investi 530 millions pour équiper 7 localités d'unités de triage et de conditionnement de semences. Kédougou, Richard Toll, Diourbel, Tambacounda, Bignona, entre autres, peuvent disposer de semences certifiées. Ces unités déjà fonctionnelles vont jouer un rôle important dans la reconstitution du capital semencier. Hamidou Diop. Dans la région de Kédougou, cette unité de triage de semences a réglé beaucoup de problèmes. Les producteurs ont profité de la visite du WAP PPAO et de la Banque mondiale pour expliquer toute son utilité. Pas besoin maintenant d'aller jusqu'à Tambacounda pour disposer de semences certifiées. Kédougou fait partie des 7 localités qui disposent de ce dispositif de triage. Pour les producteurs, nous avons acheté 6 unités de conditionnement mobile, dont une a été affectée à Bamtar et là nous sommes aujourd'hui. L'autre a été affectée au niveau de l'UNIS Nord et affectée à Matam. Au niveau du bassin arachidier, toute la zone de forte production de Kaffrine avait aussi un besoin d'une unité. Et on l'a affecté à l'Asprodep. Il y a aussi une unité qui a été affectée à Sédhiou, qui est un peu enclavée par rapport à sa position. La dernière unité a été octroyée à l'UNIS et elle est installée au niveau de Bignona. Cette unité peut traiter un sac de semences toutes les 5 minutes et ici sa gestion est confiée au groupement Bamtare. Nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'aise. Vous voyez, même le commencement de traiter ici. En tant que ceci producteur de maïs, mais c'est mis un petit pot, un pas sur le riz. J'ai récolté cette fois-ci presque 14 tonnes de semences. Le Centre national de recherche agronomique de Bombay dispose aussi d'une unité fixe. Coût total de l'ensemble de ces unités, plus de 530 millions de francs CFA. Un pas important vers la reconstitution du capital semencier. Dès que tu mets ça dans la machine, il va commencer à se faire une sélection, un tri. Donc là, c'est la phase de triage. Dans un des sacs, vous aurez des déchets, des très très petits déchets, des fragments, donc qui sont séparés par flux d'air. Un autre va avoir les déchets les plus grossiers, etc. Ici au CNRA de Bambey, grâce au WAP PPAO, un modèle de fabrication de compost est en phase d'expérimentation. Objectif, si les tests sont concluants, augmenter les rendements agricoles. Nous avons acquis un financement pour acheter une machine qui nous permet de broyer les tiges de mil pour avoir des fragments de 5 à 3 cm qui sont plus compostables, mais aussi un financement pour construire cette plateforme en caisson qui nous permet de produire le compost. Le laboratoire du CNRA de Bombay, qui veut obtenir une certification, a recruté grâce au WAP PPAO une qualiticienne. Les chercheurs ont reçu aussi, entre autres matériels, une étuve et un distillateur. Le code de la presse a été voté ce mardi à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Même si des amendements ont été apportés au texte, les députés ont salué son adoption. Les parlementaires ont également voté les projets de loi portant création de la Société nationale de gestion et d'exploitation de la télédiffusion numérique et celui abrogeant la loi portant création de la compagnie du théâtre national. Daniel Sorano, retour sur une journée chargée avec Seydina Lunfal.
L'idée a été agitée pour la première fois au début des années 2000. C'est à la fin de la 12e législature que le Code de la presse a été soumis aux parlementaires. Le Code vise à repenser le cadre juridique régissant les médias. Un code qui prévoit un fonds d'appui qui va accompagner les entreprises de presse en difficulté financière. L'aide à la presse va disparaître. Dans le code, le CNRA sera remplacé par l'autorité de régulation de l'audiovisuel qui aura un pouvoir de sanction. Figure parmi les points soulevés les conditions de travail des journalistes et la réglementation des revues de presse. Énormément de choses qu'on voit, c'est par la revue de la presse. C'est réglé par le code. Il est prévu l'utilisation d'une partie des redevances comme moyen essentiel de financement de l'audiovisuel public. Le contenu des programmes doit être revu selon les parlementaires qui demandent la réglementation de la presse en ligne. On parle de déprisonnalisation et maintenant on est presque à 40 articles qui parlent des sanctions. Il faut savoir que c'est des sanctions pénales, des sanctions administratives. Les parlementaires ont salué le travail et le professionnalisme de la RTS et des autres médias de service public. La RTS et les médias publics font un excellent travail. Le projet portant Code de la presse a été voté à l'unanimité après 5 heures de débat. Les députés ont également voté 2 autres projets de loi. Le premier autorisant la création de la Société nationale de gestion et d'exploitation de la télédiffusion numérique au Sénégal, une entité chargée du multiplexage, du transport, de l'exploitation commerciale des chaînes de télévision. L'autre projet abroge la loi portant création de la compagnie du Théâtre national d'Agnès Sorano. Il s'agit de substituer à l'établissement public à caractère administratif un établissement à caractère industriel et commercial. Autre chose à présent, quelles sont les tendances pour la Corité 2017? Pour les tissus brodés Autriche, Getzner sont très en vogue. Au marché HLM ou dans les magasins de vente de tissus pesés, les femmes ont une palette de choix et il y en a pour toutes les bourses. Le constat de Fatou Diouf. Comme à chaque fête de l'Aïd el-Fitr, il y a des tissus qui inondent le marché. Cette année, c'est Getzner, guipure, dentelle, organza, c'est la tendance. Le bazin contre Getzner, le Getzner, les tissus d'hommes et le brodé coton sont en vogue. Tout de même, les tissus traditionnels comme les tubes Palman ou VIP, le brodé coton et le wax ont toujours la cote, car les gens s'habillent en fonction de la saison. Le voile coton est très joli, le brodé aussi. C'est idéal en cette période de chaleur, c'est pourquoi les femmes l'achètent beaucoup. Le brodé coton marche bien, surtout celui qui coûte 2000 ou le brodé Autriche qui coûte 5000 francs. Cette année, les femmes achètent plus le brodé qui porte le nom de la première dame et de Heidenbuch. À une semaine de la Corité, les magasins sont pleins à craquer. Les femmes font presque toutes les boutiques pour habiller la famille. Les prix sont jugés abordables. Nous rendons grâce à Dieu. Les prix sont abordables. Par exemple, le prix du brodé varie entre 1500 et 2000 francs CFA. Nous vendons le contre Getzner à 2000, l'original à 10 000. Pour les tissus d'hommes, 1000 francs ou 1500, c'est abordable. D'autres femmes, elles, préfèrent acheter dans les magasins de pesage de tissus. À la Médina, rue 25, angle 22, la boutique de Fallou est prise d'assaut. Elles cherchent la qualité au meilleur prix. Le pesage est moins cher. Ici, c'est plus abordable qu'au marché HLM. Là-bas, ils vendent au métrage. Or, ici, tu peux avoir le kilogramme à 20 000, 15 000 francs. Cela dépend de la qualité du tissu. À l'approche de chaque fête, nous allons en Chine, Italie, bref, partout dans le monde pour importer les tissus en vogue. Comme vous le voyez, ce conteneur est arrivé hier. Nous voulons juste satisfaire notre clientèle. Au Sénégal, c'est une tradition de bien fêter la Corité. Le jour J, tout le monde doit se mettre sur son 31 avec les tissus en vogue. Et le coût importe peu. La rubrique au cours de nos cultures à présent. Le compte à rebours a commencé dès l'annonce de la nouvelle. Une nouvelle qui a surpris beaucoup de jeunes non initiés du village de Boutem, situé dans l'arrondissement de Tandouk, dans le département de Bignona. Ce village va organiser son boucoute.
La dernière a eu lieu il y a 35 ans. Toutefois, le jour d'entrée dans le bois sacré reste inconnu et c'est un des mystères qui fait le charme de ce pan de la culture diola. Moussa Bané. Pour tout jeune garçon diola, initié ou non, cette danse rappelle un événement à venir dans un village, l'entrée dans le bois sacré. À Boutem, localité située dans l'arrondissement de Tandouk, la dernière initiation a eu lieu en 1982. Depuis, ce sont des jeunes en quête d'identité dans leur société qui vont passer cette épreuve de la vie. N'ayant pas intégré la cour des grands, ils n'ont pas droit à la parole aujourd'hui. Leur mot d'ordre reste le oui et la danse. Mère, tante, sœur les encouragent car le chemin reste encore long et sinueux. Ça fait 35 ans que nous n'avons pas célébré le Boukout. Ce jour marque l'ouverture des festivités qui vont aboutir à l'entrée dans le bois sacré. On commence par apprendre aux jeunes comment danser, les montrer certaines dispositions à prendre, mais surtout leur faire comprendre le statut de non-initiés, car il est important qu'ils sachent pour se prévenir de certains interdits. À partir de cet instant, le compte à rebours a commencé. Chaque jour qui passe rapproche davantage ces jeunes de la date de leur entrée dans le bois sacré. La date reste inconnue car elle se trouve dans le secret des ancêtres et des esprits du village. Pour le moment, ils ont comme habillement un pagne noué autour des reins, un collier de perles, un accoutrement qu'ils vont porter jusqu'au jour de leur entrée dans le bois sacré. Cette danse est organisée avec l'ensemble des jeunes non-initiés du village. Le moment est venu pour eux de franchir cette étape de la vie. En attendant le jour de l'entrée, nous avons commencé la sensibilisation dans les familles, puis les quartiers. Aujourd'hui, ce rassemblement concerne tout le village. Cependant, seuls les anciens ont le droit de se prononcer sur la date exacte. Dans cette société diola égalitaire, les femmes jouent un rôle important. Elles sont incontournables dans le processus. Elles prennent part activement à l'événement en jouant leur partition. D'un autre côté, elles sont désormais chargées de protéger mystiquement à travers des veillées et des offrandes le village et les jeunes. Ceci pour les éloigner des mauvais esprits. Ce jour-là était très attendu par la population de Boutom. Les gens sont venus de partout pour assister à la manifestation. Nous sommes prêtes, car chaque femme qui a mis au monde un garçon connaît ce rituel. Elle connaît également les dispositions à prendre pour le bonheur de son enfant. Ces jeunes sont appelés Ambach en diola, comprenez par là un non-initié. D'ailleurs, pour se moquer d'eux, les anciens les assimilent à des bœufs, c'est-à-dire Ambach et bé. La culture ayant précédé la religion, qu'on soit musulman, catholique ou animiste, peu importe du côté où l'on est ou tout simplement l'endroit où l'on se trouve dans le monde. Chez les diola, tout jeune non-initié est tenu de venir franchir cette étape pour avoir sa place dans sa société. Une société qui conserve jalousement cette tradition ancestrale. Après la rubrique au cœur de nos cultures, l'actualité internationale nous mène en Irak et au Portugal, mais également en Somalie. Le pays est touché de plein fouet par un attentat à la voiture piégée. Le récit de Pape Bonachawa. Blessé à Mossoul, le journaliste français Stéphane Villeneuve est finalement décédé. Il a enquêté pour l'émission Envoyé spécial de France 2 sur un reportage dénommé « À la traque des djihadistes au cours de la bataille de Mossoul ». Le journaliste kurde qui faisait office de fixeur est aussi décédé à la suite de l'explosion d'une mine. Depuis 2014, 26 journalistes ont perdu la vie en Irak, selon Reporters sans frontières. 3 journalistes ont été tués depuis le début de la bataille de Mossoul en octobre 2016. Et les combattants du groupe État islamique détiennent en otage 10 journalistes et collaborateurs des médias depuis près de 2 ans. Football, 25e et avant-dernière journée de la Ligue 1 sénégalaise. Le Casa Sport a lourdement chuté à domicile face à Djambar de Sali sur la marque de 5-2. L'attaquant de Djambar, Dame Gueye, avec un quadruplé, a été le bourreau des Ziguinchorois. Ce match est le dernier de la saison pour le Casa Sport au stade Aline Sitoé Diatta. Abdoulaziz Ban. Pourtant, dans ce match, c'est le Casa Sport qui démarre les hostilités et se crée la première occasion de la rencontre. À la 6e minute, Chérif Salih Sané est accroché dans la surface de réparation. Penalty pour le Casa Sport. Moussa Moron ouvre le score.
Après ce but, Djambar va créer le danger devant le but des Ziguinchorois et à la 19e minute, les académiciens obtiennent eux aussi un penalty. Dame Gueye exécute la sentence et remet les pendules à l'heure. Un but partout. La défense du Casa Sport va céder une deuxième fois à la 33e minute sur une occasion de Djambar et Dame Gueye trouve encore une fois le chemin défilé. L'équipe de Sali continue sa domination avec de belles phases de jeu et crée la panique dans la surface de réparation adverse. 41e minute, Djambar obtient un autre penalty transformé par Dame Gueye qui signe son triplé de la soirée. 3-1, c'est le score à la pause. En seconde période, le Casa Sport veut revenir à la marque. Les Ziguinchorois prennent d'assaut le but de Djambar avec des occasions franches. Une domination qui finit par payer à la 74e minute sur un centre dans la surface de réparation de Djambar. Le défenseur Babacar Diop rompt son portier et marque contre son camp. À 3-2, le Casa Sport et ses supporters y croient. Les protégés de Atanas Tendeng multiplient les assauts devant le but de Djambar et libèrent des espaces. Les académiciens profitent des espaces pour procéder par des contres et à la 87e minute, ils surprennent le Casa Sport avec un quatrième but signé encore Dame Gueye, sans nul doute l'homme du match, avec un quadruplé. C'est le premier quadruplé de ma carrière et je suis très content. Je ne remercierai jamais assez mes coéquipiers qui m'ont permis de réussir cet exploit que je dédie à mon père. Djambar enfonce même le clou en toute fin de partie. Le nouvel entrant, Ousseynou Niang, à la conclusion d'une belle action collective de Djambar, marque le 5e but. 5-2, c'est le score final. Le coach nous a demandé d'être serein et d'appliquer notre football. On a été mené au score, mais nous avons cru en nous pour renverser les choses. On a respecté les consignes et on a gagné ce match. Cette défaite vient anéantir les chances du Casa Sport de terminer à la 3e place du championnat, puisque le club de Ziguinchor est actuellement 5e au classement à une journée de la fin du championnat. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Les ordures ménagères. La situation s'est beaucoup améliorée tout autour du marché, mais les progrès sont fragiles. Pour que l'insalubrité ne reprenne pas le dessus, surtout avec l'hivernage qui approche, chacun doit se sentir concerné. Cette situation est déplorable, c'est désolant. Il y a nos enfants qui jouent ici. Même si la voiture ne passe pas, il y a une solution alternative. Souvent, ce sont les locataires qui salissent le quartier. Et c'est malheureusement déplorable. Nous faisons tout ce qu'on peut pour maintenir notre environnement propre. On s'organise souvent pour balayer et nettoyer le quartier. Et on le fait dans une mobilisation générale. Avec le lancement du projet Zéro déchet dans les quartiers, l'implication de tous est nécessaire pour maintenir l'environnement sain. Dans les quartiers, la participation des jeunes à la sensibilisation pour un meilleur cadre de vie est attendue. Vers la mise en place d'un comité ad hoc pour statuer sur la revalorisation des pensions de retraite dans l'enseignement supérieur. Le gouvernement et le syndicat autonome des enseignants du supérieur SAES ont échangé sur la question hier. C'était pour réfléchir à une solution pérenne. Les travaux de la commission technique devaient démarrer ce mardi. Fantabadji. Application de l'accord de 85% du dernier salaire. La mesure est entérinée depuis la 2e conférence sociale sur le système de retraite au Sénégal. Les parties prenantes se retrouvent une fois de plus pour statuer sur la question. En son temps, des périmètres ont été identifiés portant sur les réformes à apporter à notre système de retraite dans cette perspective. Périmètres qui portaient sur les réformes paramétriques. Il y avait également des réformes qui étaient de portée systémique. Et le 3e champ dans ce périmètre, il portait sur des réformes juridiques. Le taux de cotisation reste la question fondamentale. Les enseignants du supérieur vont négocier avec le gouvernement du plafond. La priorité pour le SAES reste le règlement définitif de cette question. Parce que ça, c'est une question prioritaire pour nous. Donc, je pense que le mandat qui est donné à cette commission, c'est de travailler à faire en sorte que l'accord sur lequel nous étions tombés d'accord avec le gouvernement, qu'on puisse tout simplement arriver à matérialiser cet accord-là. Il va falloir affiner
le niveau de la cotisation de base pour voir quelle va être la référence sur les différentes composantes du salaire. Sonder à nouveau le périmètre des réformes paramétriques pour s'accorder sur l'assiette de référence pour fixer la cotisation. Dialogue et consensus ont prévalu au cours des discussions. Gouvernement et enseignants du supérieur se sont accordés à mettre en place un comité ad hoc pour proposer des solutions pérennes à la revalorisation des pensions de retraite conformément aux souhaits du chef de l'État. L'ambition et l'objectif du président Macky Sall est de doter notre pays d'un système de retraite moderne, viable et inclusif. Au cours de la réunion d'aujourd'hui, le Premier ministre a tenu à saluer l'état d'esprit et l'attitude de responsabilité du SAES, tout autant qu'il a félicité le gouvernement. Du côté du gouvernement, l'engagement est pris pour diligenter au plus vite et avoir les éléments de réponse qui seront consignés dans une loi d'orientation. Les travaux de la commission technique démarrent ce mardi. L'actualité aujourd'hui, c'est également le démarrage des épreuves de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires sur toute l'étendue du territoire national. À Dakar, le directeur des examens et concours, en compagnie des autorités académiques, a fait le tour de quelques centres. Le point avec Aminata Faïdjaou. Première étape de cette visite, le centre Anne-Marie Javoué de Dakar. Ici, 202 élèves de CM2 sont à l'assaut de leur premier diplôme scolaire. L'examen a démarré donc à 8h00. C'est à 7h30 qu'on a commencé à faire l'appel. Les élèves avant 8h étaient déjà dans les salles. Alors maintenant on a démarré, on a ouvert l'enveloppe à partir de 8h. Les épreuves étaient peu à peu faciles. On a déjà fait TSQ, on a fait langue et communication compétences, on a fait le dessin, plus de difficultés, c'était facile. La difficulté, c'est un peu sur le TSQ. De la compréhension, les conjugations, les grammaires, etc. Caserne Samba Diéry Diallo a accueilli en seconde étape la délégation. Ici aussi, l'examen se déroule normalement. La caserne Samba Diéry Diallo, qui a la particularité d'être le plus grand centre pour l'examen du CFE dans l'IF de Dakar Plateau, avec un effectif total de 253 candidats, dont 128 filles et 125 garçons. Voilà. Et au regard de la taille de ces effectifs, il faut noter que nous avons 4 absents, dont 3 filles et 1 garçon. Les différents présidents de centre que nous avons trouvés ont eux-mêmes salué la qualité des épreuves qui ont été produites. Il y a une évolution positive, il faut le noter, parce que tout en restant... Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. L'État va prendre en charge le reste du financement de l'IRSF, assurance du président Macky Sall, qui inaugurait l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation. Un projet du professeur Souleymane Mboup qui vient s'ajouter à ceux de l'État pour faire de Diamniadio un pôle d'excellence. Faire de la salubrité un indicateur de développement, c'est le défi qu'entend relever le programme Quartier Zéro Déchet. L'initiative de l'UCG va concerner plus de 100 000 ménages à Dakar. Le Premier ministre a lancé la campagne ce mardi. Et puis ce 20 juin, c'est le début de l'examen du CFE et de l'entrée en 6e. Les épreuves se sont déroulées dans les conditions requises à Dakar comme dans plusieurs autres régions. Le point dans cette édition à Kaolack, Matam, Ziguinchor et Tambacounda. Quels sont les tissus à la page à la veille de la Korité? Presque les mêmes, sauf quelques nouvelles tendances. Dans les marchés, on achète selon sa bourse. Au mètre ou au pesage, les bonnes dames ont plusieurs choix. Boutem va entrer dans le bois sacré 35 ans après. La nouvelle a surpris plusieurs jeunes non-initiés de ce village du Blouf en Casamance. Dans la rubrique Au cœur de nos cultures, nous évoquons le mystère autour de ce rituel en milieu de Djola. Et puis, ça vient de tomber. Les députés ont voté le code de la presse à l'unanimité. Ce mardi à l'Assemblée nationale, c'est la fin d'un long processus pour éviter certaines dérives et fixer le cadre juridique qui va régir le fonctionnement des médias au Sénégal. Bonsoir et bienvenue à tous. La Suisse et Israël dans une dynamique de renforcement de leur coopération avec le Sénégal. En fin de mission à Dakar, l'ambassadeur de Suisse a loué le partenariat entre Genève et Dakar. L'ambassadeur d'Israël, lui, marque son retour par une visite de courtoisie au président de la République, non sans réaffirmer l'engagement de son pays dans d'importants projets. Sur la fiche d'audience du président de la République, une délégation de l'Olympique de Marseille, la synthèse de Aboubakri Kane.
Au terme de 3 années passées à Dakar, l'ambassadeur de Suisse au Sénégal est venu faire ses adieux au président de la République. Occasion saisie pour passer en revue la coopération bilatérale entre les deux pays. Une dynamique marquée par une volonté commune de renforcer les liens de partenariat. Le point plus fort, c'était la visite du président de la République, son Excellence Macky Sall en Suisse. C'était en mars 2017, cette année. Pendant plusieurs jours, il y a eu l'accueil de notre présidente Doris Leuthard, une visite officielle, et également l'accueil du canton de Vaud et du canton de Genève, et la participation à l'Africa CEO Forum pour renforcer aussi les liens dans le secteur privé. Une coopération où la formation professionnelle occupe une place de choix et consolide une relation déjà solide. La Suisse et le Sénégal partagent également la même vision dans la conduite de la politique des affaires étrangères et le diplomate de saluer le rôle important que notre pays a joué au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons des relations excellentes qui se sont aussi dans les dernières années beaucoup développées. Nous travaillons aussi ensemble dans la politique des affaires étrangères. Et on a parlé aussi des initiatives communes. Donc la Suisse et le Sénégal suivent ensemble le renforcement de la question eau, paix et sécurité. Donc la coopération autour des bassins d'eau et que l'eau ne devienne pas un conflit. Donc c'est dans l'esprit de la prévention de l'extrémisme violent, la prévention des conflits. Ça c'est aussi un thème que la Suisse et le Sénégal ont beaucoup de points communs dans nos approches. De retour au Sénégal, l'ambassadeur d'Israël est lui venu rendre une visite de courtoisie au chef de l'État. Les relations entre Israël et le Sénégal datent de longtemps et d'importants projets militent pour le renforcement des liens de coopération. Depuis le premier jour d'indépendance du Sénégal, nous avons une relation avec le Sénégal. Et nous pensons qu'il y a beaucoup d'opportunités et potentiel. Et nous avons commencé à importer la pêche d'ici au Sénégal. Mais dans le secteur de l'agriculture et de l'eau et peut-être des télécommunications et aussi la sécurité, c'est quelques domaines qu'il y a de potentiel pour travailler ensemble. Il y a aussi encore de possibilités, l'énergie peut-être. Mais je pense que l'agriculture et l'eau, c'est les deux secteurs très très importants qui nous avons beaucoup de connaissances et aussi peut-être les similitudes entre nous et Sénégal. Une importante délégation de l'Olympique de Marseille a aussi été reçue par le chef de l'État. L'OM, un club dont l'histoire est profondément marquée par des talents africains. Ça a été quelque chose de très important et notamment des talents sénégalais puisque de nombreux joueurs, y compris dans les années récentes, ont marqué de leur empreinte le club de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle phase dans le développement de ce club et nous souhaitons regarder du côté de l'Afrique pour être plus présents. Et quand on regarde ce qui se passe en Afrique dans le domaine du football, alors le Sénégal tient une place à part dans la qualité de sa formation, dans la qualité des techniciens qui la composent. Et c'est pour cela que nous avons décidé de nous rendre dans ce beau pays. Le club phocéen ouvre de nouveaux chantiers, un projet pour lequel l'OM veut bénéficier de l'expertise et du savoir-faire sénégalais avec comme porte d'entrée le club de Djambar. Je me réjouis de l'accueil que nous avons eu, qui a été un accueil exceptionnel, y compris ici aujourd'hui dans sa résidence, avec beaucoup d'écoute et d'intérêt pour notre projet. Donc je remercie beaucoup M. Saersek, Monsieur le Président de la Fédération de football sénégalais, de leur accueil, de leur écoute. Ça a été un très grand moment pour nous. En signe de reconnaissance et de satisfaction, Jacques-Henri Hérault a offert au président de la République un maillot marseillais floqué de son nom.
Macky Sall salue l'érection de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation à Diamniadio, une initiative privée à côté de celle de l'État pour faire de la zone un pôle d'excellence. À l'inauguration de l'IRSF, le président de la République a exprimé sa fierté de voir ce projet du professeur Souleymane Mboup se réaliser. Le reste du financement sera pris en charge dans le prochain budget, a-t-il assuré. Oumar Nying. Des morceaux de ruban distribués, symbole de la mise en service de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation. Un joyau que l'initiateur a réalisé avec un appui conséquent du président de la République. Monsieur le Président de la République, cet institut, nous vous le devons en grande partie. Pour rappel, dès votre accession à la magistrature suprême, vous nous aviez fait l'honneur de nous accorder une audience qui, à l'époque, m'avait permis de vous présenter ce projet. Et depuis lors, vous n'avez cessé de nous soutenir, de nous guider, de nous encourager pour sa réalisation. Notre implantation ici à Diamniadio fut votre choix. Je dois vous avouer, Monsieur le Président de la République, qu'à l'époque, je me suis posé des questions sur la pertinence de la délocalisation du projet de la zone du technopôle à Diamniadio. Et comme vous pouvez le deviner, maintenant, je ne me pose plus de questions. Vous aviez raison et c'était le meilleur choix. Oui, le chef-d'œuvre administre la preuve que la vision du président Macky Sall se concrétise. Il y a 2 ans et demi, tout cet espace était constitué de champs et de vergers. Aujourd'hui, je pense qu'aucun Sénégalais ne doute plus de la pertinence de la vision de faire de Diamniadio un pôle d'excellence. Et je suis heureux qu'aux côtés de l'État, qu'il y ait des initiatives privées qui viennent prendre le relais. C'est pourquoi, professeur, j'ai pu vous assurer de tout mon soutien, du soutien de l'État. Une réponse est ainsi apportée à l'appel pour la mobilisation autour de l'émergence lancé par le chef de l'État. Et pour des initiatives de ce type, l'accompagnement du gouvernement ne saurait faire défaut. Maintenant que vous avez fait le plus difficile, c'était de concevoir le projet et de convaincre des partenaires qui ont apporté une contribution décisive, qui ont financé, vous l'avez dit, pour plus de 6 milliards. Le centre, je puis vous dire que l'État du Sénégal prendra entièrement en charge le reste du financement, soit 3 milliards. Soit 3 milliards à compter de la prochaine loi de finances, donc à partir du prochain budget. Oui, je le fais parce que des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Alors, quand vous trouvez des chercheurs qui trouvent, il faut leur trouver les moyens de renforcer leur recherche. Dans ce chantier, le professeur Mboup a reçu le concours de l'expertise nationale. Cela conforte le chef de l'État dans sa satisfaction. Je suis d'autant plus heureux que ce sont des Sénégalais qui ont créé, conçu, bâti, contrôlé cet ouvrage magnifique. Et c'est ça aussi l'ambition pour l'émergence. Le professeur Souleymane Mboup sera honoré prochainement par le président de la République qui a décidé de le décorer à la haute distinction de grand officier dans l'Ordre national du Lion. En attendant, ses partenaires et autres maîtres ont reçu des insignes pour leur participation à la réalisation de l'IRSF. En retour, le président Macky Sall a reçu cette molécule qui représente le nouveau logo de l'IRSF, une œuvre de l'artiste Khalidou Kassé, un cadeau en signe de reconnaissance du professeur Mboup
et de toute la communauté scientifique au président Macky Sall. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a lancé officiellement ce matin à Dakar le projet Quartier Zéro Déchet. L'initiative de l'unité de coordination de gestion des déchets, UCG, qui entend gagner ce combat et faire de la propreté urbaine une réalité au Sénégal. Dans des villes comme Dakar, le défi est de taille. Lamine Touré. Comment répondre aux attentes de propriété définies dans le plan Sénégal émergent? L'unité de coordination de gestion des déchets et ses partenaires ont apporté des réponses. Il s'agit de 3 initiatives citoyennes, quartier zéro déchet, cellule de veille et de sensibilisation et enfin une plateforme dénommée CETAL 2.0. Le Premier ministre, avant de lancer officiellement ce projet, a suivi avec une attention particulière l'exposé des contours du programme. Cette nouvelle donne du secteur vient conforter l'ambition des autorités de faire de la salubrité un réel indicateur de développement. Pour son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, la compétitivité des territoires et le développement durable visés à travers l'acte 3 de la décentralisation doivent se réaliser dans un Sénégal propre. En effet, l'émergence économique ne peut se concevoir sans la salubrité. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement mobilise chaque année des moyens importants pour assurer la propreté sur l'ensemble du territoire. L'approche inclusive du projet s'est traduite par une forte mobilisation des populations. Elles sont avant tout des acteurs incontournables dans la dynamique de propriété urbaine. Le projet Quartier Zéro Déchet et la plateforme CETAL 2.0 et la cellule de veille, de surveillance et de sensibilisation sont faits pour nous, les communautés de base. Car qui mieux que nous pour parler de propreté, pour sensibiliser au plus près de la population. Avec 85,7% de taux de collecte de déchets à Dakar, l'État entend poursuivre cette même volonté partout dans le pays. Quartier zéro déchet constitue un point de rupture et qui va davantage renforcer l'utilisation adéquate des 12 milliards de francs CFA alloués dans le cadre de la gestion de l'insalubrité à Dakar. En effet, jusqu'en 2015, avec l'ancien système, c'était 12 milliards que l'État mettait à la disposition des collectivités territoriales de la région de Dakar pour justement régler ce problème, ce lancinant problème de la salubrité. Mais avec ces 12 milliards, dès le mois d'octobre, c'était encore la course pour mobiliser des rallonges budgétaires. Et aujourd'hui, avec les performances de l'UCG, je voudrais, au nom du chef de l'État, féliciter le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, ainsi que le directeur de l'UCG, M. Ibrahima Diagne. Avec les 12 milliards, non seulement vous avez atteint un taux de collecte et de couverture de 85,7% dans le département de Dakar et globalement des performances pareilles dans toute la région de Dakar. Non seulement vous le faites avec les 12 milliards, mais vous êtes en train également, avec le même montant, de régler le problème de la salubrité au niveau du territoire national. Les îles du Sénégal ont particulièrement attiré l'attention du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, a invité l'unité de coordination de gestion des déchets à veiller à la propreté de ces sites avant de rendre un vibrant hommage aux techniciens de surface pour leur contribution à la propreté urbaine. Alors comment se présente la situation dans certains quartiers de Dakar, le plus souvent englués dans des problèmes de salubrité à Gueule-Tapée par exemple, où l'état d'immondice dans les rues ont pendant longtemps été en casse-tête pour les populations. Mais depuis quelque temps, les véhicules de ramassage sont fréquents et avec le lancement du projet Zéro Déchet dans les quartiers, on respire mieux et on espère davantage préserver l'environnement. Fatoumata Savané. Il est midi au quartier populaire de la Gueule-Tapée. C'est l'heure où passe la benne à ordures. Et depuis quelque temps, on note un léger mieux. Dans les rues, l'état d'immondice ont nettement diminué. Mais notre problème actuellement, ce sont... Respectant la typologie des connaissances, je pense que les différentes épreuves que nous avons produites
leur compréhension ne pose aucun problème du point de vue de l'exploitation. L'examen du certificat de fin d'études élémentaires n'est pas que l'administration des épreuves. Au-delà, d'autres défis restent à relever avant la publication définitive des résultats. Le plus important de l'examen, à mon avis, c'est ce qui va suivre après qu'on aura administré les épreuves. C'est la correction. Quand on est devant une feuille d'élève, chaque enseignant doit se prendre comme le juge qui est en train de rendre un verdict. La moindre défaillance peut avoir des conséquences catastrophiques. C'est pourquoi on a beaucoup insisté sur ce dispositif à mettre en place pour que l'élève soit évalué objectivement à la mesure de son travail. À Dakar, ils sont 59 550 candidats à l'examen du CFE. Parmi eux, les enfants en situation de handicap, une première pour le ministère de l'Éducation nationale qui prône l'équité dans l'enseignement-apprentissage. À Kaolack, l'examen s'est déroulé dans plusieurs centres. Les autorités administratives se sont rendues sur les lieux pour voir s'il n'y a pas eu de couac. Claire Diop. On liste 21 465 candidats, dont 11 813 filles et 9 652 garçons. Il n'y a pas réellement de problème. À l'image des centres, des 44 centres, nous avons donc au niveau du département, nous avons des inspecteurs, 9 qui sont sur le terrain. Chaque inspecteur est responsable d'une zone qu'il supervise et qui communique au niveau de l'IF. Pour les conditions d'accueil, tout est parfait parce qu'en amont, nous avons pris toutes les dispositions idoines qui nous permettent aujourd'hui de dérouler normalement toutes les épreuves. Pour l'instant, pas de difficultés majeures. Des dispositions particulières sont prises par les acteurs. Le préfet du département a visité quelques centres. Les conditions de démarrage ont été excellentes. Et sur le terrain aussi, on a vu que tout était OK. Du côté des candidats rencontrés, l'optimisme est affiché. L'on est certain de décrocher le sésame précieux pour accéder à la cour des grands. Les sujets sont très faciles et on les a appris en classe. Ils sont bien à l'aise parce que nous l'avons bien appris en classe. Les examens vont durer 2 jours. L'ensemble des candidats qui ne disposaient pas de pièces d'état civil ont été enrôlés pendant les audiences foraines. La proclamation des résultats est prévue pour le mois d'août. À Matam, ils sont plus de 10 000 candidats à l'examen du CFE et de l'entrée en 6e. Plus de la moitié est constituée de filles. Toutes les dispositions ont été prises pour que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Oumouka Somsal. À notre arrivée à l'école élémentaire de Nabadji Siwol, quelques candidats avaient déjà fini de composer en langue et communication. Pour la deuxième épreuve, on nous a demandé de décrire une maison, ou bien une mosquée, ou bien une ville, ou bien un île. On nous a demandé d'écrire. Moi, j'ai choisi une mosquée de Nabadji Siwol. C'était facile pour moi. J'ai fait une description de mon village qui s'appelle Nabadji Siwol. Et c'était facile? Oui, c'est facile. Matam compte 69 centres pour 10 538 candidats et plus de la moitié sont des filles. Nous avons 6 695 filles pour 3 843 garçons. Donc on se rend compte qu'effectivement le pari de la scolarisation des filles est gagné en tout cas au niveau de l'élémentaire. Tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Tout d'abord au niveau de la présence des surveillants, il y en a assez. Tout le monde est là. Au niveau des absences, là aussi, on n'a pas noté beaucoup d'absents. Sinon ce ne sont que des candidats libres qui ont été déclarés absents. Pour la première épreuve de cette matinée, les candidats devaient répondre à des questions relatives à un texte tiré de l'Enfant noir de Camara Laye. Dans le département de Ziguinchor, ils sont au total 6 000 candidats. Et l'examen du CFE s'est bien déroulé dans la capitale du Sud. Toutes les dispositions ont été prises par les autorités administratives et académiques. Salusek a fait le tour de quelques centres.
C'est une forte délégation composée des autorités administratives et académiques qui a fait le tour de Ziguinchor pour constater le déroulement des examens. Sur place, elles ont trouvé des élèves en pleine concentration. À cette heure de la matinée, ces candidats planchent sur les épreuves de contrôle des compétences. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait en classe qu'on nous a donné en école sur cela et c'est facile. Notre maître, il nous a enseigné presque tout, il nous a donné tout. Et je crois que je vais réussir à cet examen. Dans la commune de Ziguinchor, tout est mis en œuvre pour un bon déroulement des examens. Le personnel, les élèves ont presque tous répondu à l'appel.